êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin dans ce journal dont voici les principales articulations. Au sommaire de l'actualité ce soir, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour, 25 avril, la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette édition est couplée au Bénin avec l'introduction des vaccins antipaludiques pour les moins de 2 ans. On en parle dans ce journal. En politique, les experts en gouvernance démocratique universitaire, acteurs politiques, organisations de la société civile et religieux se sont informés ce matin même sur les nouvelles dispositions de la loi électorale au Bénin. C'était à l'occasion du colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin sur les modifications du code électoral de 90 à aujourd'hui. William Judical Cliquant nous résume la contribution de l'Église catholique à la paix sociale au Bénin lors des prochaines élections de 2026. Relations internationales et la carte diplomatique du Bénin avec le renforcement de l'AS Cotonou-Kigali. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Badiabi Bakari, a reçu ce jeudi même les lettres, la copie figurée des lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Rwanda au Bénin. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour, ce jeudi 25 avril 2024, la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette édition est couplée au Bénin avec l'introduction des vaccins antipaludiques pour les moins de 2 ans. C'est l'ENI à la date dans le département de l'Atlantique qui a abrité les manifestations officielles. Esther Tofa. C'est une édition particulière pour le Bénin. Elle marque l'introduction des vaccins antipaludiques qui viennent renforcer les nombreux efforts déjà consentis par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé, dans son mot, est revenu sur l'efficacité de ces vaccins. Je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer l'ensemble de la population de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin contre le paludisme et les inviter à ne pas se laisser berner par les esprits mal intentionnés qui circulent des propos à la limite dangereux, sinon assassins, sur les réseaux sociaux pour démotiver et contrecarrer les initiatives pour sauver des vies. Nous avons la chance de bénéficier de vaccins rigoureusement testés, offrant une voie prometteuse vers une protection durable contre cette pathologie dévastatrice. C'est du reste pourquoi je me dois d'exhorter les uns les autres à saisir cette opportunité pour faire vacciner les cibles sus-indiquées, car en définitive, il y va incontestablement de l'avenir de notre communauté tout entière. Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, équité en matière de santé, égalité de genre aux droits humains. C'est le thème qui sous-tend la célébration de cette 17e édition de la Journée contre le paludisme. Une analyse de l'OMS et du Fonds mondial a révélé que les enfants de moins de 5 ans issus des ménages les plus pauvres en Afrique subsaharienne sont 5 fois susceptibles d'être infectés par le paludisme que ceux des ménages les plus riches. L'analyse a également montré de fortes inégalités en fonction du statut économique en ce qui concerne les femmes enceintes vivant dans les zones rurales pauvres. Ce thème nous met au défi, dirigeants, professionnels de santé publique et acteurs communautaires, de veiller à ce que ces droits à la santé soient reconnus comme des éléments fondamentaux des droits de l'homme. L'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination prend en compte les enfants de 6 à 23 mois. Cette cérémonie était également l'occasion de lancement de la quinzaine de mobilisation sociale.
Journée internationale de lutte contre le paludisme, c'est une occasion pour souligner la nécessité d'investir de façon continue, mais aussi d'engagement politique durable en faveur de la prévention, mais aussi de la lutte contre cette pathologie. Le thème retenu pour cette édition de 2024 est intitulé « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Que peut-on retenir concrètement de ce thème de la journée édition 2024 par une journée, il faut le rappeler, instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé de 2007. Quelles sont les statistiques par rapport au taux de mortalité ces dernières années? Voici le récit de Florent Boussa. Le thème retenu pour l'édition 2024 de la Journée mondiale du paludisme souligne la nécessité d'assurer une prestation continue et équitable des services de lutte antipaludique au bénéfice de toutes les personnes qui en ont besoin malgré les contraintes financières, en garantissant une couverture appropriée des populations les plus vulnérables et à risque par des interventions efficaces. En effet, le dernier rapport sur le paludisme dans le monde montre comment cette maladie touche de manière disproportionnée les groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les communautés rurales et les personnes déplacées. Tandis que des études montrent que les enfants de moins de 5 ans issus des ménages les plus pauvres d'Afrique subsaharienne ont 5 fois plus de chances d'être infectés par le paludisme que les enfants issus des ménages les plus riches. Chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et plus de 3000 personnes meurent par jour en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité dû au paludisme est d'au moins 85% en Afrique, de 8% en Asie du Sud-Est, de 5% dans l'Est de la Méditerranée et 1% dans l'Ouest du Pacifique. La page politique de cette édition, les experts en gouvernance démocratique, universitaires, acteurs politiques, organisations de la société civile et religieux se sont tous informés ce matin même sur les nouvelles dispositions de la loi électorale au Bénin. C'était à la faveur du colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin sur la modification du code électoral de 90 à aujourd'hui. Les travaux se sont accentués sur la compréhension à avoir de la loi, mais aussi ses implications. William Judical-Cliquant. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance donne l'occasion à travers ce colloque de revisiter les différentes évolutions de la loi électorale au Bénin depuis le renouveau démocratique. Fil conducteur des travaux, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Faire étudier le code électoral par des techniciens du droit, des élections et de la gouvernance. Il revient à l'Église et aux autres religions de faire connaître les valeurs qui élèvent l'homme et qu'il faut prendre en compte pour garantir le vivre ensemble, la paix sociale et l'application de la loi au profit de tous. Ne permettons pas que l'attitude du refus, du repli sur soi et du rejet radical de l'autre prévalent sur la fraternité, l'accueil et le dialogue. Que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une condition d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister. Les débats sont scientifiques et empiriques. Pas question de faire un procès à une norme ou au législateur. Les échanges démarrent par une conférence inaugurale sur le thème « La nation face aux crises politiques, quels moyens pour éviter le conflit ?» Un moment conduit par une experte de l'observation électorale et des processus de paix sur le continent et en dehors. On demande de Djohodo et on ne dort pas. Cette tendance à l'apaisement sans vider le dossier a édifié chez nous au Bénin un vivre ensemble de façade. Il faut apprendre à crever les abcès pour un réel apaisement des cœurs. La réconciliation n'est réalité que dans la justice et la vérité. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels délivrés dans une certaine agora
pour éclairer nos chemins dans l'œuvre de construction de la nation. L'expert en gouvernance politique et expert électoral international Francis Laleye va ensuite évoquer les fondements des modifications du code électoral béninois de 1990 à aujourd'hui avec des analyses à la clé. Les dispositions récentes du code électoral, elles, ont été présentées avec ouverture de perspective par professeur Samson Igor Guédégbé. Dans la dernière communication, Dr Mathias Roumpet, le politologue, à son tour s'est focalisé sur les conséquences de cette loi, sur la participation de tous à la construction de la nation en favorisant le vivre ensemble. Toutes ces réflexions ont alimenté les discussions assorties de plusieurs recommandations dans le but de pacifier l'atmosphère socio-politique à travers la loi électorale. Autre volet de l'actualité, la prière à l'intention de Patrice Talon, président de la République et son gouvernement. Rafiatou Karim, alias Miss Talon, en est donc l'initiatrice, présidente du groupement des associations des femmes du département de la Donga, a initié donc cette séance de prière, ceci afin de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour la paix dans le pays. Bon nombre de personnalités étaient présentes à la prière. C'est un moment de recueillement et de prière qui intervient quelques jours après la fin du mois de Ramadan. L'objectif de Miss Talon à l'état civil Rafiatou Karim est d'implorer la grâce d'Allah sur le chef de l'État et son gouvernement. Le Bénin a toujours étonné le monde et on doit toujours prier pour que le Bénin puisse étonner le monde. Et avant que le Bénin puisse étonner le monde, ça vient de la femme. Je demande à toutes les présidentes du Bénin de prier tous les jours pour le chef de l'État, Patrice Talon. Moi, personnellement, j'ai 2 chapelets ici. Un pour moi, un pour le chef de l'État. Je demande à tout le monde de prier pour nous, pour qu'ils soient en paix. Si notre président est en paix, le président et son gouvernement sont en paix, nous-mêmes serons en paix. Présidente du groupement des associations des femmes du Septentrion, elle a rassemblé pour l'occasion les présidentes de ces associations résidant à Cotonou et bien d'autres invités. Tout ce qui a pu être fait pendant le mois de Ramadan, ça a été fait dans la paix et dans la quiétude. Et ceci n'aurait pas été possible si le pays même n'était pas en paix. Et si le pays est en paix, c'est grâce aussi à la bienveillance d'une personne, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc elle a voulu que nous consacrions ces assises-là à prier également pour le chef de l'État. Ce qu'on appelle la prière n'est pas une mauvaise chose. Ça nous profite tous. Et nous prions le bon Dieu de nous garder sains et saufs, de garder notre président Patrice Talon, de nous épargner du pire, ce qui va venir pour que ça soit un obstacle pour nous sur cette terre, qu'Allah nous en épargne. Le mouton a été immolé à la fin de la séance. Rafiatou Karim, alias Miss Talon, s'engage à perpétuer ce genre d'action à l'intention de la population, du président Talon et de son gouvernement. Vous êtes en train de prier pour le chef de l'État. Audience au ministère des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari a reçu ce jeudi l'ambassadeur de la République du Rwanda au Bénin. Elle est allée présenter au chef de la diplomatie béninoise les copies figurées de ces lettres de créance. Le renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans plusieurs secteurs, et la mise en œuvre des accords signés par les 2 chefs d'État sont au cœur de cette rencontre. On écoute ici et maintenant l'ambassadeur à sa sortie de l'audience. I've come here to present copies of my credentials to His Excellency the Minister. Je suis venu donc présenter la copie figurée de mes lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Je voudrais donc noter que j'envisage donc travailler pour que les relations qui existent entre le Bénin et le Rwanda se renforcent, et puis que les 2 pays, le Rwanda et le Bénin, ont une tradition et ils partagent donc des relations depuis de très longues années.
faut noter aussi que le président rwandais a été donc ici en visite au Bénin il n'y a pas si longtemps que ça. Et les deux présidents ont signé des accords. Et donc notre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est aussi de travailler et de nous assurer que tout ce qui a été, toutes les décisions qui sont contenues dans ces accords-là puissent être suivies et marchent pour, donc, comme je l'ai dit tantôt, renforcer les relations entre les deux pays et s'assurer aussi que nous travaillons pour renforcer donc les relations dans le domaine du tourisme, de l'éducation et du commerce aussi. Je suis là également pour la commémoration, une commémoration en hommage aux victimes donc du génocide au Rwanda qui a eu lieu il y a de cela 30 ans, le génocide contre les Tutsis. Et le 7 avril passé, la vice-présidente du Bénin a fait un voyage au Rwanda et parce que c'est cette date-là qui était donc le début de ces commémorations-là. Et l'Union africaine et les Nations unies travaillent aussi ensemble pour donc que cette commémoration-là soit une réalité. 30 years during the genocide against Tutsi happened in Rwanda. Et dans cette même journée, la directrice du bureau de l'Organisation internationale du travail au Bénin a été elle aussi reçue par le ministre des Affaires étrangères. Ici, les échanges se sont axés sur la promotion des emplois productifs afin de permettre aux jeunes béninois de s'épanouir, mais aussi participer au développement de leur pays. On écoute la directrice à sa sortie de l'audience. L'objectif de cette rencontre, c'était déjà de remettre à son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Bénin mes lettres de cabinet d'accréditation qui m'ont été données par le directeur général de l'Organisation internationale du travail pour promouvoir l'agenda du travail décent et la justice sociale dans les 6 pays que nous couvrons à partir du bureau de Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour se présenter à son Excellence, avoir ses orientations par rapport à comment l'OIT et le Bénin qui ont un partenariat très important, mais aussi qui est en cours de renouvellement, disons, peuvent consolider leur partenariat pour faire avancer l'agenda du travail décent pour un climat paisible, social dans le pays. Donc je suis très contente d'avoir eu cette audience avec son Excellence qui m'a donné ses orientations et qui a aussi donné un peu d'indications par rapport à sa rencontre avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail qui s'est passée il y a quelques jours. Et avec les orientations qu'ils nous ont données, nous sommes conscientes qu'il y a du travail à faire et que nous accompagnerons les mandants du Bénin pour tout ce qui est lié à la promotion des emplois productifs dans le cadre des politiques de transformation structurelle du pays. Nous avons aussi parlé de l'importance de l'emploi dans nos pays africains et notamment au Bénin, et l'importance de créer les conditions et les opportunités pour que les jeunes Africains en général et les jeunes Béninois et Béninoises en particulier puissent vraiment bénéficier de transformations structurelles, d'une croissance qui, disons, leur permet d'atteindre un certain niveau de bien-être. Et en tant que l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, membre du système des Nations Unies, qui s'occupe, dont le mandat est la justice sociale et le travail décent, nous sommes très sensibles à cela et nous allons vraiment apporter notre appui pour que cela puisse se réaliser. Littérature dans ce journal avec la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'était ce mardi 23 avril 2024, la journée instituée par l'UNESCO depuis 1995 pour promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Cette année encore, le Bénin est au rendez-vous. À cet effet, les acteurs de la chaîne du livre étaient au centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. C'est pour commémorer cette journée autour du thème « Lire le Bénin à travers le droit patrimonial ». C'est bien le thème retenu au plan national. Regardez. Le 23 avril est la date retenue par l'UNESCO depuis 1995 pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.
Au Bénin, l'événement a été marqué par le Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Le CEDIJ a convié à l'occasion les acteurs de la chaîne du livre à commémorer la journée à travers la semaine du livre de droit. Le CEDIJ est un phare dans l'océan du savoir juridique, un lieu où les chercheurs, les étudiants, les professionnels du droit et le grand public peuvent trouver les ressources nécessaires pour comprendre et naviguer dans le monde complexe du droit. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi. Comment faire connaître ce trésor de connaissances à ceux qui en ont le plus besoin? Comment rendre le CEDIJ plus visible? C'est dans ce contexte que nous avons imaginé la Semaine du livre de droit. Le thème retenu pour la célébration de l'édition 2024 de la Journée du livre et du droit d'auteur est « Lis notre monde ». Parallèlement à cette thématique, le Bénin a choisi une autre pour marquer l'événement. Les réflexions sont assez autour du thème « Lis le Bénin à travers le droit patrimonial ». Le droit patrimonial concerne tous les citoyens. Il est d'une impérieuse nécessité pour le citoyen de s'informer sur ses droits et devoirs dans la société. Les acteurs du secteur de la justice ont compris l'importance des livres et de la bibliothèque, ce qui justifie bien la mission du Centre de documentation et d'information juridique. Le gouvernement du président Talon a clairement affiché sa volonté d'engager des réformes majeures pour impulser une nouvelle ère dans le secteur de la justice. Le droit peut être dit sans faire référence à des documents. La justice aujourd'hui a besoin des acteurs cultivés qui se ressourcent continuellement dans leur parcours. Le Centre de documentation et d'information juridique est une référence en la matière. La Semaine du livre, du droit, initiée pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, est une occasion pour le Centre de documentation et d'information juridique pour mettre en lumière les ressources documentaires dont il dispose et présenter ses services au public. Cette semaine est également dédiée à l'information sur les outils de recherche et à la promotion des livres d'auteurs béninois. Transformation industrielle au Bénin, avant de boucler avec l'usine de la société cotonnière du 1er août. Socopar qui est désormais opérationnel au détour d'une cérémonie d'inauguration. La ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé mardi à la mise en service officielle de l'infrastructure implantée à Serou dans la commune du Djougou. Le point, Alassane Harouna, Abdou Sahabi Rezo. C'est cette coupure de ruban, suivie d'une visite guidée des différentes installations qui consacrent le lancement officiel des activités de grainage du coton de l'usine de la société cotonnière du 1er août, Socopa à Djougou. Longtemps attendu par les populations de la Donga en général et celles de la commune de Djougou en particulier, la mise en service officielle de cette usine est effective grâce au président Patrice Talon qui a donné un coup d'accélérateur afin que les travaux d'implantation de cette usine s'achèvent à temps. Notre bébé est né et nous avons une fois encore la preuve que pour le président Patrice Talon, cette promesse était un engagement à tenir. De sorte que même si beaucoup avaient fini par croire que l'usine ne verrait plus le jour, lui n'a jamais cessé d'y penser, d'y travailler, convaincu qu'elle fera la fierté de Djougou et procurera de l'emploi aux jeunes de la commune en priorité. Le lancement de cette usine témoigne de notre engagement pour le développement durable et la création d'emplois. Il y a lieu de souligner qu'à chaque campagne, l'usine emploiera au minimum 150 jeunes saisonniers.
L'implantation de cette usine d'égrainage marque inéluctablement une avancée remarquable dans la stratégie visant à valoriser les ressources naturelles par la transformation sur place et à rendre le secteur agricole plus dynamique et pourvoyeur de devises pour l'économie nationale. À cette cérémonie, les assurances du président du conseil d'administration de la SOCOPA. Nous vous rassurons de notre disponibilité à accompagner le développement socio-économique de Djougou en assumant pleinement notre responsabilité sociétale, tout en rappelant que notre usine est prête à égrener 25 000 tonnes dès le 1er octobre 2024. À travers la mise en service de l'infrastructure, Djougou entre ainsi dans la famille des villes industrielles du pays. La mise en service de cette usine donne à coup sûr une certaine fierté aux populations de la Donga, en général, et celle de la commune de Djougou en particulier. Je voudrais particulièrement remercier le gouvernement de la République du Bénin et à travers le gouvernement, notre sœur, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette usine est conçue suivant des normes technologiques standards, protectrices de l'environnement. C'est pour renforcer son impact environnemental que des jeunes plants ont été mis en terre autour du site. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.